Avec ma pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour un grand entretien exceptionnel. Sa parole est rare, sa vie d'entrepreneur suscite respect et admiration. Sa passion pour les questions de santé publique dans le monde, son indignation face aux problèmes non résolus des sans-abri, ses initiatives auprès des plus démunis, à Lyon comme à Haïti, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie, donnent un relief particulier à cet entretien qui intervient après une année de crise sanitaire mondiale qui n'en finit pas. Alain Mérieux, bonjour. 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 Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est à l'homme entrepreneur dans l'âme et globe-trotter infatigable que nous nous intéressons aujourd'hui. C'est le petit-fils et fils d'une lignée de Mérieux qui ont toujours eu le souci de la santé publique pour tous depuis plus de 120 ans que nous interrogeons aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cette année hors norme? Quel message nous adressez-vous pour 2021? C'est le moment de foncer, déclariez-vous l'autre jour. La France doit retrouver l'allégria qu'elle a perdue, dites-vous souvent. Pour vous interviewer avec moi, Vincent Longchamp, bonjour, rédacteur en chef bien sûr de Lyon Décideur, qui vous pose la première question. Et pour commencer, on voulait savoir comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous êtes entrepreneur, décideur, sage? Oui, je me considère comme un vieil entrepreneur qui a fait son temps. Donc le business est derrière moi. Et depuis 10 ans, je m'occupe surtout de la fondation et de nos fondations familiales, tout en gardant l'œil de Chimène, évidemment, pour les entreprises que j'ai eu la chance de créer et qui sont maintenant confiées à Alexandre. Et donc votre rôle aujourd'hui, comment vous le définiriez-vous? C'est un rôle assez indéfinissable, hein, parce que on a été, on est, et bon, c'est un rôle quand même qui est un peu celui d'une certaine sagesse, d'un vieux sage, qui a beaucoup tourné à travers le monde, qui s'ennuie depuis un an parce qu'il est bloqué à Lyon, et je suis comme un vieil ours dans ma cage, mais je garde, je dirais, avec les problèmes que nous vivons, j'ai pris un certain recul sur notre société, et j'ai quelques idées pour essayer de l'améliorer. On y reviendra évidemment. Pour rester justement sur l'année qu'on vient de vivre, pour nous, cette pandémie, c'était quelque chose d'inimaginable qu'on puisse arriver à une pandémie mondiale comme ça avec un confinement. Mais est-ce que pour vous, qui avez travaillé toute votre vie sur les virus, les infections, est-ce que c'est quelque chose qui était intégré dans votre logiciel, qu'il puisse y avoir un jour une pandémie de cette ampleur-là? Oui. Alors, vous savez, lorsque le docteur Tedros, avec lequel j'étais en vidéo cette semaine pour l'Académie de l'OMS à Lyon, le docteur Tedros, quand il a pris ses fonctions à l'OMS en 2017, nous avait dit je fais un cauchemar permanent, c'est celui d'avoir à faire face à une épidémie, une pandémie mondiale. Et là, son cauchemar est devenu une triste réalité. Donc aujourd'hui, nous sommes depuis longtemps que nous sommes avec des risques d'épidémie majeurs à travers le monde, parce que, vous l'avez vu, il y a de nouveaux virus émergents, ça a commencé avec le sida, mais le chikungunya, le Zika, l'Ebola récemment en Afrique, et que l'homme est quand même un grand responsable de ces épidémies. Il est responsable de par la démographie. Lorsque je suis né, nous étions 2 milliards d'habitants. Vous êtes aujourd'hui à 8 milliards d'habitants. Passons notre temps à voyager à travers le monde, donc tant pour les raisons professionnelles que vacances, que surtout des problèmes d'immigration majeurs, le réchauffement climatique, la déforestation, tout ça, je dirais, l'absence parfois de vision à long terme amène des risques accrus d'épidémiologie. C'était quelque chose que vous avez pu vous imaginer, ou vous êtes comme nous tous face à quelque chose d'extraordinaire que vous n'aviez pas intégré? Ben, écoutez, moi je suis pas surpris qu'il y ait une épidémie, surpris par ce virus que personne ne connaissait et que personne ne connaît encore bien. La preuve, c'est qu'il a l'air de muter un petit peu, même sérieusement, et que par contre, ce qui s'est fait en un an, en particulier dans le domaine qui était mon domaine, la vaccin, il y a eu vraiment un mouvement en avant fantastique, et puis des technologies innovantes, fantastiques aussi,
en particulier l'ARN messager. Et j'ai eu la chance d'avoir avec moi pendant plusieurs années Stéphane Bancel qui a monté Moderna, avec lequel je suis en contact assez permanent et qui fait un travail remarquable parce qu'il a cru à cette technologie et depuis 10 ans, il l'a développée. Donc, toute crise amène des opportunités. Toute crise, je pense, amène deux types de comportements. Ceux qui ferment les portes et les persiennes et qui se rabougrissent un peu dans un certain égoïsme. Et puis ceux, au contraire, qui prennent des risques, qui ont une ambition forte et qui foncent. Et je crois qu'il y aura un tri après cette épidémie. Je pense qu'on ne réagira pas comme on réagit jusqu'à maintenant. Je suis optimiste pour que de toute crise, on peut tirer des leçons positives. Alors justement, vous avez commencé de l'aborder. Quels enseignements tirez-vous de cette crise? Quelles leçons faut-il retenir pour l'avenir? Voilà, la première leçon que je tire, c'est l'humilité. L'humilité est une denrée qui semble parfois assez rare autour de moi. La biologie vous rend humble. Lorsque je suis rentré d'Algérie, j'avais une année encore d'internat à faire à Lyon. J'avais choisi en 1963 l'hôpital Jules Courmont pour la tuberculose, parce que la tuberculose était terminée. Et c'était éradiqué avec le PAS, streptorubifon. La tuberculose était une pathologie derrière nous. Aujourd'hui, 60 ans après, c'est la pathologie qui frappe le plus l'Europe de l'Est, Chine, Inde. Donc ça rend très humble. Et toujours, regardez, on avait les antibiotiques, c'était gagné. Aujourd'hui, l'antibiorésistance amène des souches de plus en plus difficiles à lutter contre. Donc la biologie rend très humble. J'aimerais également on profite de cette humilité pour un retour en arrière sur ce qu'on a fait. Moi, je me suis toujours opposé, par exemple, au niveau économique, à la suppression de l'aménagement du territoire, à la suppression du plan. Autant de denrées qui auraient été très utiles aujourd'hui. Et que je sais que tout le monde sait que je suis proche des Chinois. Je suis proche des Chinois parce que je les connais depuis 40 ans et qu'ils ont pris l'approche gaullienne, c'est-à-dire le plan, une industrie forte dans le cadre du plan, où il y a une mobilisation, comme nous avions dans notre jeunesse, du monde universitaire, du monde politique et du monde industriel pour des missions que nous avons à accomplir ensemble. Et puis l'aménagement du territoire, qui était également indispensable. Et je pense qu'on aurait eu un meilleur aménagement du territoire, on aurait peut-être évité les gilets jaunes. Donc j'espère que l'humilité frappera ceux qui nous dirigent et qu'elle permettra, je dirais, de reprendre le deuxième paramètre auquel je crois beaucoup, je l'ai dit, c'est l'ambition. Reprendre une ambition forte, reprendre le goût du risque et de l'innovation, qui sont également des denrées qui semblent disparaître un peu dans nos rangs. Il faut reprendre le goût du risque, l'entreprendre, risquer, revenir d'un capitalisme qui est devenu pour moi beaucoup trop financier à un capitalisme beaucoup plus industriel et entrepreneurial. Donc voilà, c'est le vœu. Et la troisième conclusion que je tire de cette épidémie, c'est l'ardente nécessité du partage, non pas par tout à coup une voie divine, mais parce que si l'on réussit dans un environnement qui s'appauvrit, la réussite, elle sera de courte durée. Donc je pense qu'une vraie réussite, c'est une réussite qui se partage. Elle se partage en France, on doit la partager. Je suis le premier à dire que ceux qui ont eu la chance de faire fortune, comme on dit, ont le devoir de la partager. Je pense que c'est encore beaucoup plus grave dans les pays où nous sommes implantés par la Fondation, où la pauvreté est remplacée par la misère. Je pense des derniers échanges que nous avons eus avec le Liban, avec Madagascar et avec Haïti, la situation est catastrophique. Et là, s'il n'y a pas aussi au niveau mondial une prise de conscience des pays qui ont la puissance, États-Unis, Chine et Europe, s'ils ne prennent pas conscience qu'il faut, pour ces pays pauvres et appauvris, avec la démographie galopante, il faut faire un plan Marshall intense, que j'appelle une muraille de savoir, de technologie, d'éducation. Si on ne le fait pas, on aura des immigrations massives. Donc c'est une vision qui n'est pas seulement généreuse, mais c'est une vision de sagesse. Si on ne le fait pas,
vous aurez des lendemains, les générations qui nous suivront auront des lendemains qu'ils ne pourront pas contrôler. On va y revenir dans le détail. Est-ce que vous êtes étonné aussi par la défiance vis-à-vis des médecins ou des scientifiques, par la méfiance aussi vis-à-vis des vaccins, du vaccin Écoutez, ce qui fait de la peine, c'est que dans le pays de M. Pasteur, on avait avant le Covid 41% de vaccinosceptiques. Je crois que c'est monté à peu près à moitié. Je pense que c'est dramatiquement inquiétant, parce qu'on sait que la vaccination, elle est utile pour soi, mais elle est utile pour les autres. En se protégeant, on protège les autres. S'il n'y a pas, face au Covid, une vaccination de masse atteignant au moins 60 à 70% de la population, on n'aura pas l'immunité de groupe suffisante. Donc il y a un devoir impératif de se faire vacciner. Et je ne supporte plus les tables rondes où tout le monde critique tout le monde, où il y a toujours quelqu'un qui annonce une catastrophe. Et on arrive à un niveau où, si vous écoutez ces émissions, il est sûr que vous n'avez plus qu'une envie, c'est ou manger un bonbon bleu ou vous tapez un cognac, hein, parce que c'est déprimant. Donc il faut, je crois, parfois à des moments arrêter la radio. Mais est-ce que tout ça, c'est pas aussi le fruit d'affrontements entre scientifiques qui sont eux-mêmes pas d'accord? Oui, mais les scientifiques, je les aime bien. Voilà, je les aime bien, et c'est une race particulière. Moi, j'ai la chance d'avoir au conseil de la Fondation et le professeur Delfrécy et le professeur Didier Raoult. J'aime beaucoup l'un et l'autre. Ils sont différents, il y a un peu de tension, mais on n'avance que par tension. La science ne progresse que par des batailles. Regardez, Pasteur a été très critiqué au début. Vous ne faites pas une découverte sans vous attirer automatiquement un certain nombre de critiques. C'est la même chose pour une entreprise. Quand vous réussissez, vous avez automatiquement des gens jaloux. Et la science, elle n'est pas, surtout la biologie, est une science très difficile. Encore une fois, qui rend très humble. Mais il faut des discussions. Alors, si possible, à des moments, c'est un peu halte au feu. Hein. Il ne faut pas faire trop de discussions, parce qu'à ce moment-là, vous avez le scepticisme qui gagne la population. Et donc, dans ce contexte, à votre avis, comment faire une lutte anti-Covid qui ne tâtonne pas, sachant qu'il y a évidemment des divergences de point de vue entre scientifiques? Comment faire pour qu'il y ait une lutte qui ne tâtonne pas? Pour faire une bataille contre le Covid, il faut ce qu'a fait le gouvernement, prendre des confinements lorsqu'il le faut. Oui, je crois qu'ils ont eu raison de confiner durement la France. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui. Deuxièmement, il faut surtout une vaccination systématique et complète de la population. Je suis le premier, moi, à souhaiter et à attendre le vaccin. Et puis ensuite, continuer à avoir des barrières, des distanciations, et tant que l'épidémie et que le virus est encore là, également veiller à ce qu'on a peut-être des éléments thérapeutiques qui sont en cours de travail qui pourraient intervenir. Mais c'est une bataille globale entre le confinement lorsque c'est nécessaire, la vaccination systématique, le testage évidemment, et puis des thérapeutiques qui se développent aujourd'hui plus lentement que le vaccin, c'est sûr. Est-ce que vous êtes surpris que le vaccin, alors même si vous n'êtes plus dans les vaccins depuis 1994, est-ce que vous êtes surpris que le vaccin de Sanofi contre le Covid ne sorte que fin 2021, alors que celui de Pfizer, BioNTech et celui de Moderna, voire AstraZeneca, sont prêts, eux? Est-ce que c'est lié aux moyens financiers dont disposent les uns et les autres? Est-ce qu'un labo français est moins puissant qu'un labo américain? Non, alors, pour des sociétés établies depuis très longtemps, c'est le cas de Sanofi, de Sanofi Pasteur, ce n'est pas les problèmes financiers. Ce n'est pas du tout les problèmes financiers. Les problèmes financiers sont beaucoup plus évidents pour des start-up, des Moderna par exemple, ou des BioNTech. Mais pour ce qui est des grands groupes, ils ont les moyens financiers pour assurer leur développement. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que les nouvelles technologies, en particulier l'ARN messager, quand j'écoute Stéphane, peuvent intervenir sur un certain nombre de vaccinations. Donc il faut que Sanofi Pasteur se mette en route pour se remobilise avec peut-être une approche plus entrepreneuriale et plus innovante et plus à risque, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut une ambition, et l'ambition, elle demande l'innovation et le risque. Et puis, moins de bureaucratie. Et donc, qu'on arrive à sortir un vaccin en moins d'un an, ça vous réconforte ou ça vous inquiète? Moi, ça ne m'inquiète pas, ça me réjouit.
Ça me réjouit d'abord parce que je ferai une petite parenthèse du temps de la méningite en Brésil, que nous avons vécu intensément en 74-75. On a vacciné systématiquement 103 millions, à l'époque c'était le cas du Brésil, en 6 mois. C'est-à-dire qu'on a développé le vaccin, à la fois le type A et le type C, en quelques mois, et on l'a mis à la disposition du gouvernement brésilien en moins d'1 an. Donc ça ne me surprend pas. Parce que quand il y a un outbreak, comme on dit, une épidémie forte, il y a une mobilisation et une accélération, tout en respectant tout à fait les normes de sécurité, et une accélération considérable de la réglementation pour aller plus vite. Pas pour diminuer les standards, mais au contraire pour aller plus vite. Donc on l'a vécu, on le vit avec le Covid, et en plus la technologie ARN messager permet, c'est pas de la culture, hein, c'est une synthèse en fait, c'est une biochimie de synthèse, permet d'aller beaucoup plus vite. Dès qu'ils ont eu la séquence, en 42 jours, ils ont fait le vaccin à Moderna. Donc ces technologies sont beaucoup plus rapides, et par contre, elles ont été testées de façon tout à fait normale, tant aux États-Unis qu'en Europe et partout ailleurs dans le monde. Mais d'autres vaccins également sont allés très vite. Nos amis chinois, avec un vaccin classique, un virus inactivé, vaccinent déjà une grande partie de la population en Chine. Et même, je l'ai appris au Laos, où nous avons une collaboration étroite avec le Laos. Et donc, vous parliez à l'instant de Moderna et de Stéphane Bancel. Est-ce que aussi le fait qu'ils réussissent aux États-Unis avec Moderna, c'est le révélateur du fait que la France a du mal à garder ses talents? Est-ce que c'est quelque chose qui... Écoutez, ayant bien vécu l'histoire de Stéphane, bon, d'abord, il avait épousé une femme américaine et il voulait rentrer aux États-Unis. Il me l'a toujours dit, donc au bout de 5 ans, il est reparti. Mais il m'a toujours dit qu'il a pris l'idée, qui est à l'époque à la Harvard Medical School, sur cet ARN messager, et il n'a pu faire sa boîte. D'abord, c'est un très bon vendeur, hein, il est excellent pour lever des fonds, mais il l'a fait parce que le contexte américain lui a permis tout de suite de lever des centaines et des centaines de millions de dollars, ce qu'il n'aurait jamais pu faire en France. En France, on lève bien la première levée, mais qui est peanuts un peu, hein, pas gros. Et puis la deuxième, c'est déjà plus difficile, et la troisième, plus personne. Le capitalisme américain, qui a beaucoup de défauts, il prend des risques. Et il prend des risques parce qu'il les répartit sur plusieurs investissements, mais ils investissent très gros et très lourd, ce qu'on ne fait pas en France. Vous connaissez bien, Alain Mérieux, la Chine, hein, d'où est parti le virus. À votre avis, est-ce que les autorités chinoises ont donné toutes les infos dont elles disposaient au début de la pandémie? Écoutez, ce que je sais, donc ayant travaillé en particulier à Wuhan, que je connais assez bien, il semble, d'après l'histoire aujourd'hui, que la communauté de Wuhan ait réagi avec quelques semaines de retard, alors que l'épidémie était déjà connue par les médecins. Je crois d'ailleurs que ça s'est soldé par des changements importants à la tête de la communauté de Wuhan, parce que les Chinois n'aiment pas que l'on cache des choses, contrairement à ce que l'on pense, et ils ont réagi très fortement au niveau national. Et aujourd'hui, je crois que par rapport au SARS que nous avons vécu il y a bientôt 20 ans, la communication entre les scientifiques chinois et le reste de la planète a été très rapide, puisque dès janvier, ils ont donné la séquence au monde entier. Alors, vous évoquiez le laboratoire P4 de Wuhan, hein, que vous avez aidé, enfin vous avez participé à sa création. Est-ce que cette polémique par rapport à ce laboratoire P4 vous a choqué? Et est-ce que vous considérez aujourd'hui que alors moi, vous avez bien fait d'aider les Chinois à avoir ce laboratoire? Créé le laboratoire et je l'ai livré en Chine le dernier jour de l'année du cheval, qui était la dernière année, l'année du cinquantenaire du général de Gaulle reconnaissant la Chine. On l'a livré fin janvier 2015. 2015, oui. La Chine a des années plus longues. Et je me suis retiré. Donc depuis 2015, je ne suis absolument plus au courant de ce qui s'est passé à Wuhan. J'ai l'impression que la confiance et les relations assez exceptionnelles que nous avions su développer avec nos collègues chinois n'a pas été de la même force ensuite. Mais ça, je ne peux rien dire d'autre. Et d'après vous, est-ce qu'il faut s'attendre maintenant à d'autres pandémies mondiales dans les prochaines années? Est-ce que le fait qu'il y ait une grosse pandémie comme celle qu'on vit actuellement peut en annoncer d'autres ou pas forcément?
Est-ce qu'il peut y avoir d'autres, est-ce que vous estimez qu'il peut y avoir d'autres pandémies mondiales dans les prochaines années? On n'exclut rien. Mais vous savez, que je dis, la biologie rend très très humble. Et je crois qu'il faut accepter que l'homme accepte de ne pas tout savoir et de ne pas être le maître du monde. Il faut accepter qu'il y a des éléments forts. Vous savez, quand il y a beaucoup de phénomènes, je dirais, qui ne sont pas sous notre contrôle, on essaie de réagir bien. Mais je crois qu'il faut, encore une fois, qu'on ait l'humilité d'accepter de ne pas tout savoir. Donc, il peut y avoir de nouvelles épidémies, il peut y avoir, avec les migrations, de nouveaux risques. Il faut une approche, vous le savez, on travaille beaucoup à Lyon sur l'approche One Health, une santé, entre la médecine de l'homme, de l'animal et leur environnement. C'est une approche aujourd'hui qui ne peut être que globale. Et elle demande des efforts nouveaux. C'est pour ça que je me bats vraiment, pratiquement on devrait y être, à ce que l'Académie de l'OMS se soit implantée à Lyon. C'est fondamental que Lyon, la France d'abord, mais Lyon ensuite, ait accès à tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y aura la formation pour des millions de collaborateurs dans le monde de l'OMS. Donc c'est pour Lyon et pour nous une chance exceptionnelle d'avoir cette académie. Je suis très heureux de voir que nous avons travaillé et nous travaillons tout à fait la main dans la main avec l'État, la préfecture et les collectivités locales, quelle qu'en soit la couleur. Ce qui vous fait dire que Lyon est encore une ville qui compte au niveau mondial dans la santé? Vous savez, c'est comme tout. Si vous ne progressez pas, vous reculez, donc vous disparaissez. C'est simple. Et quelle est la tendance? Donc là, actuellement, il y a intérêt, je dirais, peut-être à accélérer un peu certaines choses. On ne peut pas dire que l'Université de Lyon me fasse plaisir. J'y ai beaucoup travaillé. Ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Ils ont privilégié des intérêts particuliers contre l'intérêt général. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas admissible. Donc je crois qu'on doit avoir cette volonté d'agir en commun, mais de ne pas sacrifier, je dirais, l'intérêt général pour des petites chapelles sans intérêt. Parce que vous évoquez le fait que la fusion entre l'Université de Lyon et de Saint-Étienne ne se fasse pas et que l'IDEX, je vois avec beaucoup de tristesse que nous avons perdu l'IDEX. Oui. Nous avons perdu l'IDEX. Et alors que Grenoble, qui était mal parti, que je connais bien, a fait ce qu'il fallait pour redonner un peu le corps à l'université et qu'ils ont eu leur IDEX. Voilà. C'est un échec pour l'Université de Lyon. Et au-delà de l'université, qu'est-ce qu'il faudrait, à vos yeux, pour que la place de Lyon dans le monde de la santé soit encore renforcée? Écoutez, d'abord, il se passe beaucoup de choses positives au niveau des HCL. Nous avons de très bonnes collaborations des labos mixtes avec les hospices civils de Lyon. Il se passe de très bonnes choses. Il se passe également de très bonnes collaborations avec, en cancérologie avec le centre Léon Bérard. On a le cirque qui se réinstalle plus fortement à Lyon. Centre international de recherche sur le cancer. Centre international de recherche sur le cancer. Donc on a dans le domaine beaucoup de cartes à jouer. Nos industries doivent se mobiliser plus. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les gens de Boehringer Ingelheim qui ont repris Merial. Je ne sais pas ce que je souhaitais, mais ce sont une bonne société, très consciente de l'intérêt public, et nous travaillons beaucoup avec eux justement sur une approche One Health pour travailler. Donc il faut mobiliser les industriels, il faut mobiliser le monde universitaire, il faut mobiliser le monde hospitalier et mobiliser nos élus pour qu'ils comprennent que la santé aujourd'hui, c'est devenu l'élément numéro 1 mondial. Et le Covid nous rappelle à nos obligations. Au-delà des conséquences sanitaires, les impacts économiques, sociaux et sociétaux sont énormes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous estimez que les dommages collatéraux de la crise sanitaire seront encore plus importants que la pandémie en tant que telle? Je pense que la crise économique et sociale va suivre, déjà là, le virus. Et que nous allons nous retrouver avec une société lourdement endettée, avec des inégalités sociales qui vont être très difficiles à vivre, et qu'il y aura donc besoin, encore une fois, d'une ambition très forte pour notre pays, pour reprendre le chemin de l'industrie, de la création d'emplois, de l'innovation, et je lui dis du partage. Parce que, vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais servi dans le service de santé, donc assez inefficace en soi, mais j'avais servi dans des bonnes unités.
Et on nous avait appris dans ces unités qu'on ne laisse personne derrière soi. Ce qui faisait notre force, c'est qu'on savait que personne ne serait abandonné sur la route. Et c'est une force. Il faut reprendre ces vieilles valeurs qui étaient celles également de mes grands-parents dans un village de Haute-Savoie où il y avait personne n'était laissé en arrière. Et c'est une vieille philosophie qui n'est pas nouvelle, qui est très ancienne, que vous retrouvez dans beaucoup de pays où je suis par la Fondation, des pays où la solidarité familiale est excessivement forte, que personne ne laisse tomber personne. Nous avons une société qui est devenue tellement cloisonnée, tellement rigide, et disons-le, tellement triste, que quand les gens sont tristes, cloisonnés et derrière leur volet, on ne demandait pas d'être innovant et créatif. Il faut au contraire ouvrir les portes et sortir et prendre des risques. Oui. Alors justement, que faire pour repartir? Donc il y a des plans de relance nationaux, il y a le grand plan de relance européen, il y a les entrepreneurs qui sont mobilisés aussi. Quels conseils avez-vous envie de donner? Vous disiez l'autre jour, c'est le moment de foncer. Je pense qu'il faut reprendre ce à quoi je crois personnellement, mais c'est un point de vue très personnel. Je crois que c'est à l'entreprise de mener la bataille, mais pas seule. L'entreprise doit être soutenue par un environnement académique, universitaire, politique et financier, évidemment. Il faut que le pays se choisisse, je dirais, une politique industrielle forte, créatrice de valeur et créatrice d'emplois. On ne peut pas aujourd'hui, un pays comme la France ne peut pas dépendre de l'importation massive. Il y a des secteurs qui sont structuraux et indispensables au pays qu'il faut réindustrialiser ce pays dans le bon sens, avec vraiment des champs d'innovation importants et des prises de risques importantes. Mais on est tous prêts à partir. Moi, je veux dire, je suis surpris, je ne suis plus en opération depuis 10 ans, mais je suis retourné, parce que je m'ennuie un peu à Lyon, je vais refaire le tour des unités de chez nous, à Biomérieux, qui se sont battus pour le Covid, que ce soit à Florence, en Ariège, à Grenoble ou à Combourg, et à la Balme récemment. Tous nos types ont envie de se battre. Ils ont la niaque. Et c'est le propre de beaucoup d'entreprises. Même quand il y a des difficultés, on se bat. Nous, on était capable de développer des tests à la fois PCR et sérologie et syndromique aux États-Unis. Et les deux en France, on les a développés en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. Parce que la bureaucratie étouffe tout, y compris chez nous. Et quand il y a une mobilisation générale, qu'on sonne le Toscan, ça mobilise, ça bouge. Donc il faut sonner le Toscan ou surtout jouer du clairon. Justement, vous dites que pour les entreprises, demain ne sera pas comme avant. À votre avis, c'est quoi les grands changements qui vont intervenir dans le monde de l'entreprise? Le grand changement, si certains ne le savaient pas, c'est qu'on ne dirige plus comme avant. Ça, vous le savez, les nouvelles générations le savent. Deuxièmement, il faudra que l'entreprise, non seulement elle réussisse économiquement, mais elle doit réussir sociétalement, c'est-à-dire être tournée sur les autres. On ne peut pas, à la fois l'environnement, qui est une bataille cruciale, en France peut-être déjà, mais où je vais dans des pays où la déforestation est dramatique et la pollution est indescriptible, il y a un devoir quand même aussi de s'occuper de ça. Je pense également que tous ces problèmes que nous avons, on ne va pas les régler simplement au niveau hexagonal. L'Europe, c'est bien, mais c'est le monde. Vous voyez bien que le virus, il est planétaire et qu'une approche, elle doit être planétaire. C'est pour ça que je prône, personnellement, à ce qu'il y ait à un certain niveau, je parle l'Europe du général de Gaulle jusqu'à l'Oural, incluant Moscou, la Chine et les États-Unis, se mettent d'accord pour certains problèmes majeurs, que ce soit l'environnement et la pollution, mais que ce soit également la lutte contre la pauvreté dans les pays très pauvres. Je pense que là, il y a moyen de se réunir et de parler. Vous pensez que c'est possible de... Je crois que c'est possible. Moi, je connais... J'ai été élevé aux États-Unis professionnellement. J'ai vu quand j'étais gosse le plan Marshall. Il y a une grande générosité américaine. L'Europe se réveille un peu. J'écoutais hier Thierry Breton avec beaucoup de plaisir. L'Europe reprend un peu goût à la vie. Et je sais que la Chine, que je connais bien ses dirigeants, sont également très ouverts, à la chinoise certes, mais de s'occuper
des pays d'Afrique ou de beaucoup de pays. Donc je considère qu'il y a des moments où l'intérêt général, c'est pas être utopiste de savoir que l'intérêt de tous, c'est d'éviter qu'il y ait un chaos mondial, d'éviter qu'il y ait des pays tellement pauvres que vous aurez, ou à l'intérieur des guerres civiles et surtout une immigration massive, que personne ne bloquera. Donc l'Europe est juste en face de pays où je vais souvent, le Moyen-Orient et Afrique. Si l'on ne fait rien, quand vous avez rien à bouffer, les gens ils traversent la Méditerranée même s'ils se noient. Donc il faut bien comprendre qu'il faut avoir une vision qui soit un peu plus large que l'Hexagone, beaucoup plus large que l'Europe. Il faut aujourd'hui, on ne peut pas globaliser, vous ne pouvez pas tout savoir, ce n'est pas mon cas, des iPhones qui vous mettent en relation avec le monde entier et puis raisonner le quartier des Nez, par exemple, contre le reste du monde. Ça n'existe plus. C'est une vision qui ne peut être aujourd'hui que planétaire. Nous avons voulu la globalisation, nous l'avons, mais la globalisation, elle a du bon, mais elle a également elle impose des devoirs. Et si on a maintenant une société, nous avons une société nous-mêmes qui est totalement mondiale, mais nous avons également beaucoup de devoirs pour ces pays. Et dans cette compétition mondiale, est-ce que la forme d'une entreprise familiale comme Biomérieux permet de mieux intégrer, enfin, mieux amortir les crises oui, en termes de recherche de profit qui n'était pas écoutez, le même on a eu quelques réunions où j'ai participé autour d'Alexandre. Il est très conscient de l'enjeu mondial et de la compétition mondiale, qui est très difficile, et nous sommes pas très gros par rapport à la compétition du monde. Donc on veut se battre intelligemment, pas de bonnes acquisitions, pas de bons rapprochements, mais on a surtout... vous savez ce qui fait la force des armées, hein, c'est la volonté. Quand vous savez pourquoi vous vous battez et que vous avez envie de vous battre, vous savez, les soldats de l'an 2, ils ont renversé l'Europe parce qu'ils y croyaient. Et puis un pont d'Arcole, ça se prend parce qu'il y a des gens qui passent devant qui ont le courage. Donc rien n'est terminé dans l'histoire du monde. Seuls ceux qui ont envie de perdre perdront, mais ceux qui ont envie de gagner et de gagner intelligemment peuvent gagner. Ce n'est pas forcément le nombre qui est déterminant. Le nombre est important, il ne s'agit pas d'aller se filer sur, quand un plus gros que soi, parce qu'on en prend une. Mais ça ne signifie pas qu'on peut intelligemment quand même se battre intelligemment. Alors, vous en parliez tout à l'heure, hein, vous avez quitté les manettes opérationnelles de Biomérieux confiées à votre fils Alexandre il y a une dizaine d'années pour vous consacrer sur l'action des fondations du groupe et le suivi de leurs engagements dans le monde. Est-ce que c'est une répartition des rôles qui vous voit bien ? Moi, elle me va bien. N'importe comment, j'ai jamais été un bon manager. Je pense avoir été un bon entrepreneur et un mauvais manager. Je suis incapable de gérer le quotidien. Je suis assez bordélique, hein, donc je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à rendre compte de ma gestion. J'admire ceux qui en rendent compte de la gestion parce que gérer une boîte quand j'avais 30-40 ans et la gérer maintenant, ça n'a rien à voir. On avait des actionnaires, l'Institut Mérieux était coté. Une fois par an, on disait bonjour aux actionnaires. Voilà, puis c'était tout. Hein. Maintenant, on a des reporting, on a toute une série de mesures qui sont certes peut-être indispensables, mais fort ennuyeuses pour un manager. En tout cas, selon mon avis. Alors, le combat contre les maladies infectieuses, hein, notamment dans les pays les plus pauvres, c'est tout le sens des actions de la Fondation Mérieux que vous présidez et l'objet de tous vos déplacements, sauf depuis un an, hein, vous le disiez tout à l'heure. L'action internationale, en dehors des actions privées comme la vôtre, progresse-t-elle ou est-ce qu'on est encore beaucoup dans le chacun pour soi ? Non. Globalement, ça progresse. L'OMS, la Fondation Gates, ça bouge. On a remué. Il y a des tas d'actions qui se font, trop lentes, à mon avis, et pas assez ciblées. Je parle pour la France. Je pense que la France, je regrette qu'on n'ait pas quelques pays cibles où vraiment on mette le paquet. On a les moyens que l'on a, on n'est pas très gros, mais il y a des pays qui nous tendent les bras. Madagascar, par exemple, nous tend les bras. Après une période de fermeture avec la France, c'est un pays que je connais bien, je connais son président, il attend beaucoup de la France. C'est la même chose du Liban. Notre président y était, on s'est gré, et c'est un pays aujourd'hui qui est en train de couler, mais de couler dans des circonstances dramatiques, sanitaires, économiques, sociales, excessivement dures. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit présent sur place. On a récemment fait, vous le comprendrez pourquoi,
une mission en Arménie. L'ancien maire de Lyon que j'aime bien, et qui est médecin, nous a emmenés avec un de nos collaborateurs. Il rentre d'une semaine très dure. Là aussi, ce sont, comme avait fait Barbarin en son temps, en nous emmenant aux chrétiens au Moyen-Orient. Je pense qu'il faut le faire également en Arménie. Nous, on est très à l'aise. On travaille dans le monde sans aucun souci de religion. Nous travaillons énormément dans beaucoup de pays musulmans, nous travaillons dans des pays animistes, nous travaillons dans des pays chrétiens, mais ou bouddhistes en particulier en Asie, des gens qui n'ont pas... Ça nous est complètement égal. Là, il n'y a pas de barrière religieuse, il n'y a pas de barrière ethnique. La santé ne connaît pas de barrière, pas de frontières. Mais il faut être présent, je dirais, là justement où ils sont plus en difficulté et où ont besoin d'aide. Il faut l'être. Vous l'avez écouté tout à l'heure, SRAS, H1N1, Ebola, Sida, maintenant coronavirus. Est-ce que par moment vous désespérez qu'on arrive un jour à venir à bout de ces virus et ces maladies infectieuses? Non. Non, lucidement, c'est une bataille qui a commencé il y a très longtemps, qui durera très longtemps. Ne vous faites aucune illusion, il y aura de nouveaux virus. Vous avez des réservoirs importants en Afrique, en particulier la chauve-souris, qui est un système qui lui permet d'avoir une réserve de virus assez forte. Vous avez des centres également historiques comme la Chine. Rappelez-vous, la grippe espagnole était asiatique. Le fait qu'on bouge, qu'on déforeste, que l'on ne prend pas beaucoup de précautions et qu'il y a un peu plus et que la misère amène la population à survivre en brûlant par exemple tout ce qu'on peut pour élever 2-3 ébus. Hein. Bon, tant qu'il y aura la misère, et elle n'est pas éradiquée, on n'arrêtera pas les maladies infectieuses. L'urbanisation mondiale, avec la démographie, l'urbanisation c'est quoi? C'est pas Lyon. L'urbanisation c'est Dakar, c'est Bamako, c'est Port-au-Prince, c'est Tana, c'est-à-dire des bidonvilles où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de raccordement, donc c'est des bouillons de culture. Le choléra est réapparu dans beaucoup de ces pays. Donc ne faisons aucune illusion. Si l'on ne fait pas, si les pays riches ne font pas les efforts justement dans ces infrastructures, dans l'éducation, dans la formation et dans une aide intelligente, il faut surtout éviter la corruption. Il faut donc être sur place avec des gens sûrs. Mais vous avez des gens fantastiques. Nous, notre expérience dans les 17 pays où maintenant nous allons avoir un laboratoire Rodolphe Mérieux, dans ces 17 pays, c'est toujours un scientifique local qui gère le labo. Tous ces labos ont été donnés au pays et vous avez des gens extraordinaires, à la fois de compétences scientifiques et avec une volonté de servir leur pays fantastique. Ça redonne l'allégria. Et donc vous intéressez, vous vous souciez de la pauvreté dans le monde, mais aussi en France et à Lyon. Donc c'est le sens depuis 2 ans du projet de l'entreprise des possibles pour venir en aide aux plus démunis, notamment des sans-abri, des femmes et des jeunes. Et une initiative qui vise à mobiliser leurs entreprises et leurs salariés. 2 ans après votre appel, le rêve devient réalité. Plus de 1000 personnes aidées et plus de 500 sorties de la rue. Et vous voulez encore agir plus loin et plus vite. C'est quoi le sens de cette action? L'idée, c'est de dire qu'on a la chance à Lyon, je les connais un peu à titre personnel, d'avoir des associations de terrain formidables. Une quinzaine, on le travaille, encore une fois, formidable. On a la chance d'avoir un État et un préfet qui est très conscient de ces problèmes et qui veut intervenir. On a la chance d'avoir des collectivités locales qui partagent ce point de vue. Il manquait, pour compléter le bataillon, les troupes de l'entreprise. Donc moi je dis, il faut mobiliser les boîtes, mais pas à la place d'eux, à côté des autres, pour amener notre pierre et puis amener ce décloisonnement des réflexions et des pensées. L'entreprise, elle a un rôle, je l'ai dit, important économique, mais elle a un rôle sociétal. Si moi je réussis bien et que je vois à la porte de la rue Bourgelat des sans-abri sans arrêt, je me dis que je n'ai pas réussi. C'est la même chose pour nous tous.
Il y a une grande générosité chez les patrons, que je connais, et une grande générosité dans leurs collaborateurs. Donc on a voulu faire appel à cette mobilisation. On est à 5% du marché, c'est ce que je dis. On a mobilisé à peu près 30 000 collaborateurs, il y en a 600 000. Donc il faut aller beaucoup plus loin. C'est ce que j'ai demandé à Patrick Le Pagnol de doubler la part de marché rapidement. Car ce n'est pas uniquement par l'argent que ça amène. Ça amène surtout un état d'esprit nouveau. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de décloisonner les esprits, de faire bouger les choses et que les gens arrêtent de penser uniquement à eux-mêmes, ce qui en soi est passionnant mais n'est pas fantastiquement intéressant, et s'occuper des autres. Je veux dire, ça amène beaucoup. Et en fait, quand je vais dans des pays que j'ai cités tout à l'heure, ils m'apportent infiniment plus que je leur apporte. Donc, vivant ces choses-là, je pense que ceux qui vont s'occuper des autres, vous verrez qu'ils iront beaucoup mieux. Ils auront moins mal au dos et ils auront moins peur du Covid. Et justement, vous trouvez quoi, vous, à titre personnel? Qu'est-ce que ça vous apporte, toutes ces expériences, à titre personnel? Moi, ça m'apporte de vivre, simplement. Ça m'apporte de vivre avec... en me couchant relativement tranquille et me réveiller avec des choses à faire. Rien n'est pire, c'est se coucher triste et se lever en ne servant à rien. Donc, un choix de vie, mais tant que ça tiendra, on avancera. Puis un jour, ça s'arrêtera. Vous avez évoqué donc la mobilisation des entreprises, des associations, des collectivités locales de l'État. Justement, à propos des collectivités locales, vous avez été élu pendant une douzaine d'années à la région Rhône-Alpes. Que vous inspirent les dernières élections municipales et métropolitaines du mois de mars et de juin dernier? Je suis un vieux républicain. Donc, si les gens n'ont pas envie de voter, ils ne votent pas. Il ne faut pas pleurer après. Bon, on a aujourd'hui à Lyon, comme à la métropole, une prédominance verte. Je respecte le choix qui a été fait. Je m'efforce de travailler avec eux le plus intelligemment possible. Il y a des points qui nous rapprochent. Je pense que j'ai planté dans ma vie infiniment plus d'arbres qu'ils ne planteront jamais, donc, dans le monde entier. Donc j'aime beaucoup la nature, j'aime les animaux et j'aime bien également les hommes. Donc, et les arbres. Voilà. Et les arbres. Oui, mais ça, je fais exprès de vouloir protéger ma réputation de très, très, très prudent dans mes termes. Donc, non, mais on s'entend bien pour ces choses-là. Par exemple, pour l'Académie de l'OMS et pour les sans-abri, on est synchro. Mais je suis également totalement synchro avec Laurent Wauquiez pour ces deux projets. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Bon, je ne fais pas de bicyclette, donc je ne suis pas un expert du vélo. Et j'aimerais bien qu'ils ne m'écrasent pas quand ils sont sur le trottoir. Mais sorti de cela, je vis dans ma ville. Et j'aime ma ville et vous savez, quoi qu'il arrive dans ce pays, j'ai toujours dit je ne le quitterai jamais. Donc je suis là et bien à Lyon. Et pourquoi vous ne quitterez jamais? Parce que je considère que je suis un peu comme la chèvre de M. Seguin. Là où je suis, on m'attache, je reste. J'essaye j'aime bien ma ville, j'ai beaucoup de souvenirs, des bons, des mauvais. J'espère qu'une chose, c'est qu'ils ne vont pas mettre un pylône dans ma maison à Sainte-Foy pour le funiculaire. Ça, c'est un vœu que je fais au passage pour eux. Mais hormis cela, donc, je pense qu'on a tout à fait intérêt à travailler là où on est. Je le fais avec une ouverture mondiale parce que j'ai eu la chance de toujours voyager dans ma vie. Et quelque part, vous en voulez à ceux qui s'en vont Quelque part, est-ce que vous en voulez à ceux qui quittent le pays, la France? Moi, je n'ai pas la mentalité d'un exilé de Coblence. Je suis attaché à mon pays. Donc, mais on peut le servir très bien. Je comprends, encore une fois, Stéphane Bancel qui est parti parce que les États-Unis lui offraient la possibilité que n'ont pas la France. Et il a beaucoup plus rendu service à la France en travaillant comme il l'a fait à Boston. Et je sais qu'il reste attaché à la France et qu'un jour, de façon ou d'une autre, il y produira ces vaccins. Pour conclure, on entre dans la période des vœux. Et justement, quel est le vœu d'Alain Marieux pour 2021 ? Le vœu que je prononce, d'abord, c'est que la vaccination à court terme, systématique
pour le pays devrait amener l'immunité de masse nécessaire et que c'est impératif. Le premier vœu que je fais, c'est que la vaccination soit largement répandue en France. Et pour ça, il faut qu'il y ait quelle part de Français qui acceptent de se faire vacciner? Mais les gens ont peur, vous savez, tout le monde a peur. On a peur de tout et il faut que la peur quitte nos rangs. On ne va pas gagner en ayant peur. Je n'ai pas peur des vaccins, et pour cause. Je n'ai pas peur de l'environnement qui est le nôtre, mais ce qui est bon, je suis lucide sur cet environnement. Donc il est temps de mobiliser pleinement les forces de ce pays, particulièrement la jeunesse, qui n'est pas très aidée avec ce qui se passe depuis un an, parce qu'ils sont un peu largués dans beaucoup de domaines. Il faudra reprendre la bataille, une fois que le Covid aura disparu, il faudra le reprendre de façon différente, beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus forte, beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus généreuse. Et à ce moment-là, l'allégria reviendra? Selon vous? L'allégria, elle ne m'a jamais quitté. Il y a des moments aussi, je désespère, mais j'ai toujours appris aussi une chose, quand je suis bas, je reste chez moi. Je ne sors que quand j'ai le moral. Je sors souvent quand même. Mais on peut avoir des moments difficiles, autant ne pas les faire partager aux autres. C'est une question aussi de pudeur et de... Quand ça ne va pas, on reste chez soi. Comme on disait à l'armée, on fait ça dans son trou. Mais on n'emmerde pas les autres. Et puis quand ça va bien, ou quand tout va bien, on ressort et on se bat. Voilà. Merci beaucoup Alain Mérieux d'avoir bien voulu sortir aujourd'hui et venir jusqu'à nous ici chez Ma Pièce pour ce grand entretien. Merci beaucoup Vincent. Bonne fête de fin d'année. À vous aussi. Merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain pour un autre grand entretien. Merci, au revoir.